Oussama Ammar, le roi des gitans-preneurs du web, un titre relativement putaclic, bienvenue dans ce nouveau vlog, avec, comme je l'ai dit, un titre relativement putaclic, avec une miniature relativement putaclic, que je vais essayer d'expliquer tout au long de cette vidéo. Donc avant de mettre un commentaire et de passer pour un abruti qui n'aura pas regardé la vidéo et qui n'aura pas compris la valeur et pourquoi ce titre... Réfléchissez 2 minutes. C'est pas excessif. Tu as une liste de vidéos sur la droite avec des chats et des blagues et ça te plaira. Ou tu auras plein de shorts qui t'apporteront énormément de valeur. Et en plus c'est court, c'est pratique, tu vas adorer. Si tu nous découvres avec cette vidéo et que tu n'es pas abonné, pense à t'abonner, ça nous aide pour le référencement, ça nous permet de t'apporter de la valeur, de t'apporter une expertise et que peut-être tu n'aies pas les mêmes problèmes que Oussama Ammar et que tu puisses avoir une stratégie beaucoup plus efficiente qu'Oussama Ammar. Tu trouveras également dans la description, c'est-à-dire sous la vidéo en cliquant, le lien de notre Discord. On est plus de 3000 entrepreneurs dessus pour du contenu exclusif, pour pouvoir échanger. C'est un canal ouvert. Tu trouveras également notre Discord. Tout est offert dans la description, ainsi que du contenu additionnel, que ce soit notre podcast 10 millions. Le but d'un titre et d'une miniature putaclic, qu'on soit sincère, qu'on soit honnête, c'est capter ton attention, attiser ta curiosité, te faire cliquer sur cette vidéo et t'amener sur cette vidéo. Bien évidemment, si tu es assez distrait, tu devrais rester 30 secondes, il n'y a pas de souci. C'est un peu comme la stratégie d'Oussama Ammar, qui est le sujet de ce vlog de discussion en voiture. Oussama Ammar, il utilise la technique du storytelling pour retenir ton attention et te passer de la valeur. Moi, mon but, c'est de te passer de la valeur tout en t'attirant sur cette vidéo. En soi, les gens qui critiquent le storytelling d'Oussama Ammar, que ça soit vrai ou non, on s'en branle. L'importance, c'est pour donner de la valeur. Ça serait gênant s'il se servait de fausse histoire pour raconter des salades et donner de la valeur de merde. Ou qui se servent de son storytelling pour te vendre des cryptos ou un shitcoin. Mais non, c'est pour donner un conseil entrepreneurial et t'apporter de la valeur. Donc on s'en fout de l'histoire en soi. Ici, j'ai envie de parler de plusieurs choses. En lien avec les derniers contenus d'Oussama Ammar au moment où j'enregistre cette vidéo, et de l'importance de la maîtrise de son partenaire bancaire et surtout d'avoir un partenaire bancaire et que ça évite beaucoup de problèmes et que ça évite de transformer son activité entrepreneuriale en prostitution entrepreneuriale. Et je vais t'expliquer tout ça. Et en réalité, on va répondre à la question de est-ce que cette non-maîtrise du système bancaire ne transforme pas Oussama Ammar en prostituée au lieu d'être une porn star? Alors ça peut faire rigoler dit comme ça, mais cela vient de lui avec une comparaison ultra pertinente, un peu putaclic bien évidemment encore, ça retient l'attention, c'est tourné en short en plus. Je te place un extrait pour pas qu'il y ait de mauvaises notes. Entre une porn star et une prostituée. Une porn star, elle couche une fois et des millions de gens peuvent l'avoir. Une prostituée, elle le fait un par un. C'est plus facile de passer à 10 000 € par mois en étant une prostituée qu'en étant une porn star. Mais c'est impossible de gagner des millions en étant une prostituée. Tu peux pas te taper assez de mecs assez vite. Et donc, c'est comme si cette génération entrepreneuriale, tout le monde apprenait à être prostituée. Et comme une prostituée, ton obsession, c'est de capter l'attention pour aller choper les 500 balles qu'une autre ne va pas choper. Alors que beaucoup moins de gens ont l'air de réfléchir à comment être des porn stars. Les enfants, devenez porn stars. Moins de prostituées, plus de porn. Et Oussama Ammar, il a publié récemment pas mal de contenu, notamment sur le podcast Sans Permission, contenu par rapport à ses galères bancaires, par rapport aux banques et soi-disant à leur désamour pour lui. Et on va se demander si ce désamour n'est pas en réalité un aveu d'incompétence, un aveu d'inconscience à ce niveau entrepreneurial, et que cette insouciance, incompétence, inconscience ne le transformera pas ou ne lui garantira pas de rester une prostituée. D'ailleurs, si tu veux de la compétence, bien évidemment c'est un but commercial, qui va te permettre d'être une porn star et pas une prostituée, et de te servir de ton business à flux de trésorerie pour te créer des actifs, tu as le lien de préinscription pour notre mastermind Bankable PNL. D'ailleurs, un conseiller en investissement financier agréé de l'AMF a estimé la valeur qu'il a reçue dans ce mastermind à plus de 100 000 €
pour son business. Contenu, et à ce niveau-là, j'ai été servi. Très concrètement, les informations que j'ai reçues et l'impact des informations qui m'ont été délivrées va être absolument énorme au sein de mes entreprises. Enfin, j'estime que le retour sur investissement du contenu que j'y ai appris sera supérieur à 100 000 € au cours des 2 prochaines années. Donc c'est pour te dire qu'on parle d'expertise et de quelque chose qui va permettre de métamorphoser ton business, de le transformer, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va découper cette vidéo en 2 parties. Enfin, je vais faire en sorte, c'est une discussion en voiture totalement improvisée. Si j'y arrive à me tenir en 2 parties et que je ne fais pas trop de parallèles. Le principe de la discussion en voiture, c'est possible qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas ce format. C'est une discussion comme si tu étais sur le siège passager avec moi, ou comme si Oussama Ammar était sur le siège passager et qui me parlait de ses galères bancaires et qui me dit « Putain, tu ferais quoi à ma place ?» Donc je pense que pour apporter le maximum de valeur et que ça soit le plus logique possible, on peut partir sur l'expérience d'Oussama Ammar et des banques, une stratégie catastrophique à ce niveau de réussite, et les conséquences d'une non-maîtrise du système bancaire te garantira de rester une prostituée, expliqué avec Oussama Ammar. Je pense que ça couvre l'ensemble de ce que je veux dire. Donc pour revenir au début, dans son podcast 14 et 15 de Mémoire sans permission, animé avec Yomi Denzel, il parle de banque et de ses galères bancaires. Oussama Ammar parle de la dégradation de sa relation bancaire. Franchement, les banques, elles m'aiment pas. Je me suis fait bloquer mon compte pour la 100e fois. Un des plus précieux cadeaux que mes anciens collègues de The Family m'ont fait avec tous ces articles, c'est de rendre ma vie bancaire invivable. Donc dès que je reçois... J'essayerai de t'incorporer des extraits où il parle, où il donne des exemples. Si j'en suis capable, ils seront peut-être pas dans l'ordre, donc. Mais j'essaierai de te mettre des extraits au fur et à mesure que les idées me reviennent. La première chose que je trouve intéressante, c'est la confusion entre banque et Revolut. De dire une néobanque. Une néobanque sous-entend une nouvelle banque. Je suis contre cette caractérisation de Revolut comme une banque. J'aime bien la dénomination européenne, qui est un établissement de monnaie électronique, même si aujourd'hui je pense qu'ils ont une licence. Ce n'est pas un établissement de crédit, ce n'est pas en soi une banque commerciale. Une fintech me paraît mieux. On parle de problèmes bancaires et Revolut, c'est comme parler de régime et de burger. Quand tu as ce niveau de business, avec l'argent qui gagne, tu ne traites plus avec des fintechs et tu mets une stratégie en place. À la limite, avoir des fintechs sur le côté, je veux bien. Elles apportent un avantage, elles apportent une praticité, mais ça doit être une solution d'appoint et pas une solution principale. Plusieurs comptes, plusieurs néobanques. Aucun partenaire bancaire. Et que ce soit les comptes bancaires professionnels ou personnels, visiblement, d'après son discours. Après, je ne sais pas si c'est du storytelling. C'est impossible à savoir. Moi, je te parle du contenu qu'il partage en partant du principe que tout ce qu'il raconte est vrai. Aussi simple que ça, je n'ai aucune raison de douter de son manque de sincérité. C'est marrant également parce qu'ils expliquent qu'il y aurait un fichier interbancaire également et que ça serait ce fichier interbancaire qui lui poserait des problèmes. Ouais, Oussama, il faut arrêter la parano, sérieusement, il faut arrêter la parano. Un fichier interbancaire, les banques, elles ne communiquent pas entre elles, c'est le principe même du secret bancaire. Le secret bancaire, il existe partout. Je sais pas s'ils parlent entre eux, mais depuis que j'ai ce problème avec eux, il y a une autre néobanque anglaise. Ouais, je crois qu'il y a une base de données. Ah bah génial. Parce que... Le seul fichier que tu peux avoir, que ça soit en France, mais à l'étranger c'est un peu différent. Le seul fichier français que tu peux avoir, ça va être le FICP, le fichier des incidents de paiement. Qui va dire si tu es fiché Banque de France, si tu es interdit bancaire. Mais en aucun cas, une banque, par exemple, en aucun cas, la BNP peut connaître tes comptes en banque, peut connaître tes soldes. Il y a le FICOBA qui retrace tout ça, mais c'est pas accessible aux banques de mémoire. Et d'ailleurs, même le fichier qui avait été fait retraçant tous les comptes personnels, il a été recalé. Donc, c'est une inconscience professionnelle qui est derrière ton échec bancaire. C'est pas un fichier et tout ça. Mais quand tu commences à gagner de l'argent, comme tu en gagnes,
les sommes que tu gagnes. Tu ne traites pas avec des néobanques, bordel de merde, qui préfèrent fermer ton compte que payer des frais de compliance. Une néobanque, ça te coûte pas cher parce qu'ils n'ont pas des gros frais de structure, ils n'ont pas d'agence. Tu peux pas déposer de chèque, mais qui payent en chèque aujourd'hui. Mais il faut comprendre également que c'est le back-office où ils font du cheap. Pour l'anecdote, je suis sur la route pour rentrer de Tallinn. Je suis entre Pärnu et la frontière lettonne. Je vais passer la frontière dans quoi il doit me rester 20-30 km. Et lorsque j'étais à Tallinn, j'étais au café. Et à côté de moi, il y avait des employés de Wise, l'ancien TransferWise. Et à côté, donc ces gens-là, c'était des compliance officers. Donc les mecs qui vous posent les questions et les mecs qui jugent si les opérations elles sont cohérentes et qui décident de fermer votre compte ou pas. Ben, je peux te dire que quand tu vois la gueule du mec qui doit avoir à peine 25 ans, boutonneux et tout, c'est assez difficile. Bon, j'avoue, prendre un verre à côté des compliance officers de 25 ans de Wise, c'est un peu moins sexy qu'aller jouer au poker avec le chef des Yakuza à Tokyo. Mais bon, que ce soit au niveau business ou au niveau anecdote, je ne suis pas au niveau d'Oussama, que je salue au passage. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont à Tallinn, vous les reconnaissez, mais à 3 km, les employés de Wise, parce qu'ils ont tous un sac floqué Wise avec le logo de Wise derrière. Et en voyant leur gueule, en voyant leur niveau, tu comprends pourquoi tu payes pas cher, on va dire. Et c'est pour ça également que dès que tu as des opérations complexes, c'est-à-dire ils parlent d'un virement qui vient de Suisse, d'une société... Malade. Toi, tu prends un mec qui a une boîte à Dubaï avec un compte en Suisse pour te faire envoyer de l'argent sur une néobanque en Angleterre. Bien évidemment que les mecs ils comprennent pas. Au lieu d'enquêter, ils préfèrent fermer une fintech. C'est pour les auto-entrepreneurs. Mais t'es plus un auto-entrepreneur, Oussama Ammar. Oussama, t'es à un autre niveau. Utilise des vrais partenaires bancaires. Ils vont pas comprendre, donc ils vont clôturer. Et ce qui est marrant, et ça c'est, je me souviens de l'extrait, il accuse les bases de données. Oussama, t'accuses les bases de données, t'accuses les articles de presse. Pour la 100e fois, l'un des plus précieux cadeaux que mes anciens collègues de The Family m'ont fait avec tous ces articles, c'est de rendre ma vie bancaire invivable. Le cadeau de tes ex-associés, mais tu crois vraiment que tu crois que Oussama Ammar, tu crois que tu es une rockstar partout dans le monde? Tu crois que quand le mec il voit un virement sur Oussama Ammar, il fait « Oh, it's a French scammer !» Non. Il va pas aller te vérifier. T'imagines si tous les mecs, à chaque fois que tu fais un virement, ils doivent aller te chercher les choses? C'est l'incohérence du mouvement, c'est le montant, l'illogisme de l'opération. Dès qu'ils comprennent pas, ils clôturent, c'est aussi simple que ça. Mon boss avait l'habitude de dire, mon boss qui était milliardaire, il avait l'habitude de dire que le point commun entre tous nos échecs, on essaye tout le temps de l'attribuer à quelqu'un d'autre au lieu de se l'auto-attribuer. Mais en réalité, le point commun entre toutes tes affaires, entre tes problèmes bancaires, Oussama, le point commun c'est toi. Désolé d'être franc, mais c'est la vérité. Donc il ne faut pas essayer de justifier son incompétence, ses propres problèmes du fait d'autrui, parce qu'à ce rythme-là, tu ne mettras jamais en place les stratégies qui te permettront d'outrepasser ça. Les banques, elles ne te ferment pas à cause des articles. Tu crois vraiment qu'ils vont traduire, vérifier sur chaque personne, chaque virement? Faut pas pousser mamie dans les orties. Et de surcroît, une fintech. Tu crois que le boutonneux de 25 ans, il va lire un article, qui va le traduire, essayer de comprendre, se dire « Ah, mais c'est Oussama Ammar et tout ça ». Tu crois qu'il va aller vérifier ta photo du passeport? Ils vont pas passer 3 jours pour vérifier chaque virement. C'est que ton virement n'avait aucune logique, qu'il était mal justifié, que les documents que tu as fournis n'étaient pas cohérents. Et quand elle voit une opération qu'elle ne comprend pas, c'est aussi simple, car son compliance officer est un débile sous-payé, je pense que c'est 1 900 € par mois, mais elle préfère te restreindre, voire clôturer ton compte. Vous ne rapportez pas beaucoup d'argent aux fintech. L'argent des fintech, c'est pas Wise, Revolut ne gagnent pas d'argent avec les abonnements.
Donc, qu'est-ce qu'elle va se faire chier à avoir des problèmes, alors que son but, c'est d'avoir le maximum de comptes, le maximum d'utilisateurs. Qu'est-ce qu'elle va pas s'emmerder avec des problèmes? Il faut le comprendre, ça aussi. C'est pas comme une banque. C'est pas comme une banque normale qui va avoir intérêt que tu aies des dépôts parce qu'elle va pouvoir prêter derrière les dépôts. Même si, dans la logique, c'est pas les dépôts qui créent le crédit, c'est les crédits qui créent les dépôts. Mais bon, ça serait une autre discussion sur... on pourrait en faire un podcast. Donc, comprends que le fait d'avoir de l'argent chez eux, ça ne leur apporte rien. La seule chose que tu peux leur apporter, c'est des emmerdes. C'est des emmerdes. Wise, notamment, de mémoire, a été condamné à Abu Dhabi pour du non-compliance dans ces mécanismes de fraude fiscale. Abu Dhabi, c'est l'Émirat des Émirats Arabes Unis, c'est la capitale des Émirats Arabes Unis, la capitale politique, si je dis pas de conneries, je sais pas comment ça marche, donc je vais pas m'aventurer. Donc, bien évidemment, ça ne leur apporte rien que tu aies de l'argent chez eux. Et ils ne vivent pas avec les frais, c'est développer leur activité, développer les services et leur valorisation. Tu as bossé dans les startups. Tu as bossé dans les startups, tu as bossé dans la valorisation des startups. Ils en ont rien à foutre de t'avoir comme client, même si tu poses 3 millions chez eux. C'est pas ça qui les intéresse. Ils préfèrent avoir un mec au RSA ou un auto-entrepreneur qui touche 1500 balles qu'avoir toi et avoir des problèmes par rapport à ça. Je pense que ton problème, en réalité, Oussama, vient plus d'un très mauvais choix de partenaire. Ça, c'est bon, t'as pas besoin de moi pour le dire, hein, et il faut pas être sorti de Polytechnique pour comprendre que quand tu es à ton niveau de business, ben, tu fais pas du business avec des fintech. Je sais pas, mais peut-être que je suis le seul à trouver ça illogique. C'est pas digne d'un entrepreneur qui conseille des entrepreneurs de surcroît. Et c'est pas la faute des articles de presse. Il faut faire 2 efforts. Un effort d'un point de vue bancaire, trouver un partenaire bancaire qui va comprendre ton métier, qui va comprendre des grosses entrées irrégulières, qui va comprendre des grosses sorties, mais qui va avoir également un intérêt financier à avoir l'argent, à avoir ton argent. Et il faut faire également un effort corporate sur ta boîte et sur les justificatifs. Sur le live, tu fais plusieurs références. Il y a une référence que j'ai en interne et une référence que tu fais en public. Sur le live, tu fais référence au banquier quand tu lui as montré le contrat qui t'unissait avec Yomi Denzel. Justificatif, machin. Les mecs, ils me demandent le justificatif de ton paiement. Donc, qu'est-ce que j'envoie? Notre contrat. Tout à l'heure, tu disais, j'aime bien écrire les contrats. C'est que le mec m'a dit que c'est un faux. C'est énorme, ça. Il m'a dit, c'est pas possible qu'avec des montants pareils, ce soit ça le contrat. Qui visiblement n'a pas fait une bonne impression puisqu'il a demandé, le mec a demandé si c'était un contrat fait par quelqu'un de 12 ans, il me semble. Le mec, littéralement, me dit, non, mais c'est pas possible que ce soit en vrai. C'est trop drôle. C'est pas la bonne langue, puis c'est écrit enfin, par un enfant de 12 ans, quoi. C'est trop drôle. C'est trop marrant. Alors... Non mais, si ton contrat, c'est 3 lignes fait sur une serviette au resto de Dubaï, ça fait pas corporate. Notamment pour des montants. Je pense que c'était la vente de ta conférence ou de ton programme avec, je vais pas m'aventurer, avec Yomi, mais ça doit être des centaines de milliers d'euros. Tu justifies pas des centaines de milliers d'euros avec un torchon. Et c'est pas comme si un avocat, ça coûtait 1000 balles pour te faire un contrat qui soit bien carré, qui soit bien tranquille. Même si tu as une liberté contractuelle, c'est-à-dire que les contrats font office de loi à ceux qui les ont formés, en France et pareil en Angleterre, mais d'avoir quelque chose de professionnel pour 200 000 balles. Il n'y a personne qui reçoit 200 000 balles, qui contractualise des grosses relations à ce niveau de montant d'une manière de gitan. Donc, l'autre chose que j'ai en interne, c'est des personnes qui m'ont partagé tes factures suite à la première conférence sur l'IA que tu avais fait à 47 balles. Et j'ai l'impression que c'est des factures et tes assistantes sont un peu en mode gitanpreneur, sans vouloir être péjoratif. Mais je te passe la capture d'écran. Imagine si tu présentes ce genre de document à tes banquiers qui n'ont même pas fait impression à un entrepreneur, ben, il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner. Et dès que tu vas avoir des montants colossaux, ben, ça va faire peur. Ça va faire peur. C'est un peu comme... il faut faire des images simples. Est-ce que ça passe? Ouais. C'est un peu... Il faut faire des images simples.
C'est un peu comme si tu te fais opérer par un chirurgien et que le chirurgien, il arrive complètement dégueulasse, sentant la transpiration, avec une voiture dégueulasse, des chaussures dégueulasses, et que le mec, il te fasse une opération à cœur ouvert. Tu vas lui dire, écoute, et que le mec, il pue l'alcool. C'est le même effet que tu as fait à ta banque. C'est un cocktail détonnant, mais il faut faire preuve d'illogique. Ensuite, j'aimerais savoir s'il y a des gens qui se sont fait fermer des comptes comme tu te les fais fermer dans des vraies banques, du jour au lendemain. C'est ce que je dis aux entrepreneurs. Lorsque vous avez un problème avec les fintech, on vous ferme du jour au lendemain. C'est-à-dire que ça peut te paralyser ton business. Si tu as des gens à payer et tout, c'est catastrophique. Il y a un de gens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont demandé de prouver toutes les lignes de revenus. Alors, tout est clean, j'ai donné les factures, les contrats, les machins. Ils m'ont envoyé un message. J'ai donné le screenshot à Yomi, qui est interstellaire comme message, qui dit « On a vérifié vos sources de revenus, tout est clean, il n'y a pas de problème, merci beaucoup, mais dans le bénéfice du doute, tous les virements que vous avez reçus pour le 1er janvier, on les a renvoyés à l'émetteur. » Mais c'est les fintech, d'où l'intérêt de mettre un peu de temps. Si tu as eu des problèmes avec des banques qui t'ont fermé du jour au lendemain, mets-le dans le commentaire. Je travaillais pour plusieurs sociétés, notamment dans un paradis fiscal et paradis bancaire qui est devenu un enfer bancaire et toujours un paradis fiscal. Les banques étaient devenues horribles, mais vraiment horribles, hein, c'est-à-dire tu déposais 50 € sur le compte, on te demandait un justificatif. Ils nous ont foutus à la porte, et en nous foutant à la porte, pourquoi? Tout simplement, c'était une opération qu'eux ne comprenaient pas, c'était des débiles aussi. Ils ne comprenaient pas qu'on paye en dollars une facture d'une société japonaise. Mais bon, c'était le même niveau que Wise, à mon avis. C'est pas des grandes banques, c'était des petites banques locales. Il n'y avait que des banques locales dans ce pays. Donc, un bon niveau d'abruti. Et les mecs, même s'ils nous ont clôturé le compte, ils ont attendu qu'on vide le compte. On pouvait faire des virements jusqu'à ce que le compte soit à zéro, tout simplement. On pouvait continuer à avoir des débits et c'était une vraie banque. Donc, ils nous ont pas coupé la carte bleue et compagnie. Après, on pourrait pousser un peu plus loin. Est-ce que tes factures affichent tous les mentions obligatoires? Est-ce que tu as la TVA dessus si tu as des clients européens? Est-ce que tu as un numéro de TVA? Est-ce que ta société t'a enregistré un numéro de TVA? Puisque tu vends des conférences en ligne, tu dois collecter la TVA des pays là où se situent tes clients. Je pense que tu dépasses les 10 000 € de chiffre d'affaires annuel, donc l'enregistrement est obligatoire. Donc c'est sûr, si tu envoies des factures n'importe comment, les mecs ils préfèrent fermer ton compte. Et même dans une vraie banque, ils t'obligeraient des trucs. Car à plusieurs reprises dans le podcast, vous parlez de blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent, on l'associe souvent avec le trafic de drogue, trafic de stupéfiants, trafic d'êtres humains, les activités criminelles et tout ça. En réalité, le blanchiment d'argent, c'est réinjecter dans le système financier l'argent obtenu illégalement. Et même si je ne suis pas du tout d'accord avec ça, de l'argent de la drogue ou de l'argent sur lequel tu n'as pas payé de l'impôt, l'argent de fraude fiscale, il a la même couleur d'un point de vue bancaire et d'un point de vue compliance. C'est du blanchiment. Tu as du blanchiment, de vente de produits stupéfiants et de l'autre côté, tu as du blanchiment de fraude fiscale. Regarde de Balkany combien il a pris sur ça. Mais au-delà d'une incompétence, d'une inconscience indigne d'un entrepreneur comme toi, et je le dis tel que je le pense, c'est indigne, c'est pas de ton niveau. C'est comme vraiment si je te demandais un resto, et que tu me recommandes un Burger King. T'es un fin gourmet, t'adores ou que je te demande, toi qui aimes bien les bons hôtels, que je te dis c'est quoi ton meilleur hôtel? Moi j'aime bien aller au Campanile, c'est le meilleur hôtel, j'aime les grands hôtels et tout ça. C'est du même niveau. C'est vraiment du même niveau. Mais toi, le pire, c'est que tu es le roi du storytelling. Adopte un storytelling bancaire pour tes partenaires bancaires. C'est un module du mastermind Bankable PNL. Un storytelling cohérent et met en place des outils qui sont cohérents avec ton niveau de revenu. Les fintech, c'est bien pour les mecs qui commencent en auto-entreprise, qui gagnent 1500 balles par mois, pas pour le mec qui fait 1500 € de l'heure. Donc Oussama, n'hésite pas à entrer en contact avec moi. Je serai très heureux de t'assister sur ce point, de te mettre tous les outils pour que jamais ce problème se reproduise.
mais au-delà de ça, pour te permettre de faire plus que ce que tu as aujourd'hui avec plus de services, plus de qualité, plus de possibilités. Car en plus de décupler tes possibilités, tu vas avoir plus de tranquillité, de sérénité. Tu n'auras pas besoin d'appeler Yomi pour qu'il te paye le restaurant si ta carte ne passe plus. T'as fait comment aux Maldives du coup? Alors, je te dis pas l'histoire. Yomi a payé ma facture d'hôtel. Ah ouais. Donc, heureusement que papa Yomi est là. Mais attends, Voilà. Quelques protocoles simples sur ta société ou tes sociétés, t'inquiète pas. En un mois, c'est réglé et plus jamais tu vivras ça. Et également, tu as parlé de banques en Géorgie, si je ne dis pas de bêtises. La Géorgie qui est connue pour ouvrir facilement des comptes bancaires, qui a été largement promue par nomades capitalistes et copiée ensuite par tous les infopreneurs, vendant le nomadisme bancaire. Quand tu vois ce qui se passe en Ukraine, l'instabilité là-bas, moi, j'irai pas foutre de l'argent là-bas. Bon, c'est mon avis. La Géorgie, c'est en gros, c'est les places financières c'est les places financières du pauvre, quoi. Tu vas pas, t'es à un niveau de revenu où tu peux être dans des centres financiers internationaux, où tu vas avoir des mecs ultra compétents, où tu vas avoir des mecs avec des outils, où tu vas avoir des mecs qui vont pouvoir se servir des parts des startups dans lesquelles tu investis comme collatéral, et tout ça. Non, tu vas pas en Géorgie, dans un pays, quand tu vois ce qui se passe en Ukraine. Mais bon, je comprends, une banque traditionnelle, on les aime pas, c'est chiant, c'est casse-couille, c'est long, ce n'est pas pratique, c'est old school, mais c'est tellement indispensable pour un entrepreneur. Les fintechs ne sont pas à niveau. Même pour un fervent admirateur des cryptos comme toi, et tu le dis très bien, tu ne vas pas payer ton hôtel avec les cryptos. Quand tu as été bloqué aux Maldives ou Seychelles, tu n'as pas pu payer ton hôtel en crypto non plus. Mais demain, tu as un problème avec ta carte et tout ça, c'est le service bancaire, l'assistance, qui te règle ton hôtel, qui appelle une banque locale pour te débloquer ça. Une fois, j'avais perdu ma carte bleue à l'étranger, les mecs, ils m'ont dépanné dans la journée. Dans la journée. Et c'était pas que la carte bleue, j'avais perdu mon... toi, ne dépasse pas. Et oui, connard, tu mets ton clignotant. Tu peux être patient. Excusez-moi. Donc, prends des vrais services. Et ça introduit en quelque sorte la deuxième partie que je veux voir dans ce vlog, où je disais qu'il faut se concentrer sur les avantages, sur le bénéfice-risque, sur le bénéfice-coût, comme toute opération entrepreneuriale. Un vrai partenaire bancaire solide, et tu le sais mieux que quiconque, de choisir n'importe comment ses partenaires bancaires. T'as pas eu de la chance. Revolut et les boîtes dans lesquelles tu investis, elles étaient banquées chez SVB. Dis-moi les autres banques que tu vises pour être sûr que j'aille pas foutre du fric dedans. Hein. Tu vas prendre des vraies banques, des vrais partenaires bancaires. Avec un partenaire bancaire, ce que je t'ai dit précédemment, tu vas pouvoir leverager tes actifs. Et du moins ceux qui ne sont pas sous la procédure du freeze. Tu vas pas avoir besoin de faire des better call house jusqu'à 50 ans. Tu vas pouvoir faire des effets de levier sur tes better call house pour justement ne plus faire de better call house ou ne plus en avoir besoin pour en vivre. Car sur ta comparaison que je trouve mais d'une pertinence incroyable, et je vais m'en resservir et je ne veux pas m'en attribuer la paternité par honnêteté intellectuelle, entre la prostituée et la pornstar, et je vais m'en resservir. Tu penses qu'avec des Revolut, des Wise et des néobanques, tu vas plus rester prostituée à vendre ton temps, des appels, des dîners qui sont brillants comme idée, des conférences. Tu vas rester plus prostituée que devenir pornstar. Tandis qu'avec des vrais partenaires bancaires, et ça c'est valable pour tous les entrepreneurs, le fait de passer de la prostituée à la pornstar, c'est en gros d'avoir un partenaire bancaire. C'est une garantie de ne pas rester une prostituée. Il faut se souvenir d'une chose très simple, d'un chiffre très simple. 90% de la masse monétaire en circulation, c'est du crédit. C'est ce qu'on appelle la monnaie scripturale, ou ce que les Anglais appellent à juste titre
l'argent des banques commerciales. Les 10% restants, c'est du cash. En n'utilisant que des fintechs, qui sont des établissements de monnaie électronique, et non pas des établissements de crédit, tu vas laisser 90% de l'argent sur la table. Tu vas te contenter de miettes. C'est comme si tu commandes un magnifique repas dans un restaurant et que tu manges juste l'accompagnement, quoi, ou la décoration. Tu vas jamais faire ça. Mais pourtant, c'est ce que tu fais d'un point de vue bancaire. Surtout un entrepreneur aussi compétent que toi, qui inspire énormément d'entrepreneurs et qui en conseille autant. J'ai parlé juste avant de storytelling bancaire. En matière de storytelling bancaire, il y en a deux. Il y a le storytelling visuel, ce que tu montres. Par exemple, quand ton banquier voit un virement arriver de Suisse d'une société dubaïote, par exemple. Et il y a le storytelling oral, ce que tu racontes. Et il faut que les deux soient cohérents. Ces deux concepts que je développe dans le mastermind pour mettre en place des stratégies d'initiés. Pour les mettre, il faut absolument maîtriser ces deux principes et qu'il faut absolument avoir en tête. J'avais originalement appelé ça la tindérisation de la relation bancaire. Pourquoi j'avais fait le comparatif entre Tinder et parler à son banquier? C'est en réalité comme une date Tinder. Si tu donnes trop d'informations, que tu parles trop, que tu veux trop en donner et donner des informations qu'on ne t'a pas demandé, cela va toujours, dans 99% des cas, se retourner contre toi. Et ça, dans toute relation. Et face à une banque, nous avons tendance à vouloir en montrer trop. Dès que j'envoie de l'argent, je dois donner 400 justificatifs et 300 trucs et machin. Et ça commence à me taper sur le système. Et d'après tes propres dires, Oussama, tu as envoyé 400 documents. Bon, t'as le côté un peu peut-être d'exagération, sûrement, mais on a compris ce que tu voulais dire. Tu avais envoyé tous les documents. Mais en réalité, moi, je vais te dire, tu vois, s'il y avait réellement 400 documents, ce que je sais ne pas être le cas, je sais faire la distinction entre les figures of speech et ce que tu voulais passer. Pour moi, dans ton expression, il y a 399 documents de trop. Allez, 398. Personnellement, quand j'ai une question de la banque, j'envoie un document. Quand j'ai un contrôle fiscal, j'envoie un document. Je ne donne pas tous les documents. Je pilote la distribution, je donne au goutte à goutte. Quand les banques disent qu'elles ont besoin de plus, je leur explique pourquoi elles ont déjà ce qu'il faut. Et que cela est suffisant. Si elles insistent vraiment, et ça marche beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, je vais en redonner pareil au compte-gouttes. Avant de tout envoyer d'un coup en paquet. J'évite de donner trop d'informations pour qu'ils tirent des ficelles ailleurs. À titre d'exemple, j'ai un compte bancaire vitrine. Qu'est-ce que j'appelle un compte bancaire vitrine? C'est un compte qui te permet de sortir des relevés qui sont nickel, qui sont propres, qui ont une cohérence, qui ne font pas peur, et tout ça. Et bien évidemment, je fais en sorte qu'il n'y ait aucun virement entre mon compte vitrine et le compte que j'utilise pour mes dépenses de tous les jours. Pourquoi? Parce que si je montre le relevé avec mon compte bancaire pour les dépenses que j'utilise de tous les jours, qu'est-ce que tu crois que le banquier va me demander? Il va me demander le relevé de l'autre compte. Je vais devoir fournir une information que je n'avais pas besoin de lui fournir et je vais lui fournir un tas d'informations qui peut l'inquiéter. Notamment des dépenses à l'étranger, ça pourrait être quelqu'un qui fait un emprunt bancaire des dépenses françaises des jeux. Je joue pas, mais il faut contrôler l'information, avoir conscience de la valeur de l'information qu'on donne et surtout de la portée de l'information qu'on donne. Ici, on est sur du storytelling visuel. Comment remplir ce compte bancaire sans attirer l'attention et éviter qu'il y ait des relations entre tous les comptes? J'ai envie de dire, les gens qui veulent le savoir, c'est des stratégies d'initiés qui ne sont pas disponibles sur Internet. Tu peux demander à ChatGPT, je pense qu'il te proposera toutes les solutions sauf les bonnes. Donc libre à toi, et pour ceux qui veulent les découvrir, elles sont, et ça sert mais à tout le monde, elles sont dans le mastermind, en présentiel, où on regarde les stratégies d'initiés. Et quand tu fais une demande d'emprunt pour un crédit immobilier, on te demande également tes relevés bancaires des 3 derniers mois.
Les cordonniers étant les plus mal chaussés, j'échappe pas à cette règle. Ça m'arrive d'avoir fait des conneries, et des conneries dont, bon, c'est pas une question de pas être fier. Je suis pas infaillible, et c'est plus de l'orgueil, pas de l'orgueil, c'est plus de la fainéantise ou de l'ultra-efficience, comme on dit sur le podcast ZM, qui m'a joué des tours. À titre d'exemple, j'avais voulu ouvrir des comptes bancaires personnels et je me suis dit en mode bon, ça se prépare pas, je m'en balèque, c'est des comptes personnels, j'y vais, ils vont pas me faire chier pour des comptes personnels, il va pas avoir de gros mouvements, c'est juste créer la relation dans un pays européen, donc rien de bien méchant. Et au lieu de préparer le rendez-vous, j'y suis allé en mode je m'en balèque, en mode gitane-preneur qui prépare rien. L'histoire que j'ai racontée, donc le storytelling vocal, elle était catastrophique d'un point de vue bancaire. Elle était catastrophique. En gros, quelqu'un qui vient d'un autre pays, qui s'installe et qui explique qu'il n'a pas de lien particulier pour l'instant avec le pays et qui sous-entend ou qui laisse comprendre que c'est temporaire. Pourquoi une banque, c'est exactement comme Revolut qui t'a clôturé, pourquoi une banque se ferait chier à ouvrir un compte à quelqu'un qui va sans doute pas rester là? Résultat des courses, et j'échappe pas à la règle, soit t'es entraîné, soit t'es à la traîne. Résultat des courses, refus de l'ouverture. Avec le mail que nous adorons, révélant du courage du compliance bancaire. Après étude approfondie de votre dossier, nous sommes dans le regret de vous informer que nous ne pourrons pas donner suite à l'ouverture de votre compte bancaire. Bam! C'est un peu comme quand on postule un job. Et j'ai pas d'article sur internet, j'ai pas des gens qui me poursuivent pour escroquerie, ou du moins peut-être qu'il y en a qui vont me poursuivre parce que je facture pas assez cher et que ça peut être considéré comme une escroquerie. Signaler devant, fais gaffe. Oh putain, mais il parle avec l'accent celui-là. Police. C'est quoi cette merde? Alors, dans mon incompétence, j'ai pas été complètement idiot et pas complètement con. Et ça, je le fais tout le temps. J'étais un minimum compétent quand j'ai choisi le premier partenaire bancaire où j'allais ouvrir le compte, où je me suis pris un refus. J'ai choisi la banque qui me plaisait le moins, quitte à m'entraîner un peu. Qu'est-ce que... Ils disent qu'il y a des flics partout. Bref. C'était plus une question d'entraînement et je me disais qu'au pire, je me disais que si ça marchait pas, ben, au pire, ça me ferait office d'entraînement pour les autres banques. Les banques qu'il faut retenir, c'est des joueuses d'échecs, c'est pas des joueuses de poker. Il faut pas essayer de les bluffer. Et on a trop tendance à vouloir les bluffer. Et en essayant de les bluffer, ben, c'est là qu'on donne trop d'informations et qu'on se grille. En se considérant comme une joueuse d'échecs, toutes les banques raisonnent pareil. Que tu ailles dans une banque française ou une banque étrangère, regarde les mêmes trucs, c'est les mêmes trucs qui leur font peur. Et quand tu joues tout le temps aux échecs avec le même adversaire, il joue tout le temps de la même manière sur les 3 premiers coups. Donc il suffit de prévoir les coups et de faire attention. C'est aussi simple que ça. Et d'adopter des stratégies simples mais terriblement efficaces. Et si tu ne les mets pas en place, ben, tout le monde n'a pas Yomi Denzel derrière pour payer nos factures d'hôtel. Bon, pour l'instant ça va, mais si demain tu as un rendez-vous, moi ça me fait penser un peu à la scène de La Vérité si je mens 2, quand Serge Benamou il est au repas et qu'il essaye d'inviter sa Souchana et qu'il essaye d'appeler tout le monde à 22h parce que son cousin Patrick il a fermé le compte, et c'est d'ailleurs le seul moment où dans le film ils disent la vérité si je mens. Sur ces bonnes paroles, il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure. L'aspect bancaire de ton business ou l'aspect bancaire personnel, ça va te pousser à travailler 9 fois plus si tu ne le mets pas en place. Rappelle-toi le ratio 90%, 10%. Si tu le mets en place, non, je vais être prudent. Si tu le mets en place, tu vas pouvoir faire autant que quelqu'un qui gagne 9 fois plus que toi. C'est ça la puissance bancaire. Ou avoir besoin de travailler 9 fois moins. Ça dépend comment vous voulez le voir, comment vous voulez le considérer.
Au-delà de ça, une stratégie full fintech, au premier problème, te fout à la porte et on envoie les résultats. Ton business est tout sauf résilient. Ce n'est pas si simple avec une vraie banque. Ils ne peuvent pas te foutre à la porte dehors, ils te posent des questions, tu vas leur répondre, ça ne va pas être bloqué. Les fintechs sont une excellente solution d'appoint pour certaines opérations. J'utilise les fintechs. J'utilise les fintechs comme compte d'appoint. J'ai un compte N26 qui me sert notamment ça me sert énormément quand je suis à Londres pour payer ça passe toujours et j'ai jamais eu de problème. Pour payer le métro sans contact et sortir avec des Amex, ça marche une fois sur deux et tu te prends la majoration et te facture le prix maximum. Et N26, pareil pour les applications. Je me sers d'N26 pour commander des trucs sur les applications de bouffe, Uber Eats et tout ça. Solution d'appoint. Une fintech, cela ne coûte pas cher, mais tu en as également pour ton argent. Si demain tu vas dans un Campanile et dans un Four Seasons, dans les deux cas tu vas dormir, dans les deux cas tu vas avoir des oreillers, dans les deux cas tu vas avoir des lits, et dans les deux cas tu vas pouvoir prendre une douche et dormir. Le produit est le même. Pourtant tu ne payes pas le même prix. Si tu compares que le prix, Oussama, tu irais uniquement dans des Campaniles. Mais pour autant tu vas dans des grands hôtels qui offrent en réalité le même produit, un peu plus luxueux, que le Campanile. Mais c'est pareil avec les banques. Tu ne vas pas au plus cheap, tu n'es pas à ce niveau de business. Et lorsque tu as mis des vraies solutions, des banquiers qui vont comprendre pourquoi tu reçois un virement de Dubaï d'une société suisse, qui vont être familiers avec les outils, vos problématiques, et tu n'auras jamais ce problème et en plus tu auras un vrai service. Personnellement, mon banquier ne m'a jamais posé une question, peu importe d'où l'argent arrive. Que ça vienne de la holding, que ça vienne d'une autre société, qui sont deux sociétés dans des pays étrangers. Jamais eu la moindre question. À titre d'exemple, également, et ça je le finirai sur ça, un de mes banquiers, et je ne gagne pas autant que toi Oussama, donc je te laisse imaginer à quoi tu pourrais avoir accès, un de mes banquiers m'avait proposé de titriser une partie de mon activité. En fait, il mettait dans une assurance, il titrisait la propriété intellectuelle. Enfin, si j'ai bien compris, c'était tellement complexe que même moi, j'ai pas compris. Et que je me disais, c'est tellement haut de gamme que c'est pas fait pour mon niveau. Je reviendrai te voir et je t'écouterai plus attentivement quand j'aurai rajouté un 0 ou 2 zéros à la suite. Mais en gros, c'était la propriété intellectuelle était titrisée dans un contrat d'assurance vie. Au lieu d'avoir du chiffre d'affaires, c'était la redevance et moi je percevais des revenus d'assurance vie et cette assurance vie, en plus, je pouvais l'endentir. Alors, je pense que j'ai dû sauter une étape. Je ne veux pas jouer à Serge le mytho, mais grosso modo, c'était ça. Il faudrait que je redemande, que je regarde ce qu'il m'avait dit. Et détends-toi, hein. Je lui ai répondu, hein. Détends-toi, je fais pas 10 millions par mois, hein. Je fais que 9 95 000 par mois. Je déconne. Hein. L'autodérision. Putain, des camping-cars, il y en a partout. Mais tu vois, un banquier, pas un employé de banque, il va être... Si tu as un vrai banquier et pas un employé de banque, il va être ton partenaire, il va être ton associé. Et tu n'auras pas besoin d'appeler quelqu'un. Il n'existe pas un milliardaire dans le monde, un milliardaire, et je mets ma main à couper, qui ne se soit pas servi des banques et qui n'ait pas travaillé sa relation bancaire. Et il n'y a pas une personne qui est partie de rien et qui a bâti un empire qui n'est pas un master, si on peut dire, de la gestion bancaire. Et cette non-maîtrise de l'aspect bancaire est en réalité ce plafond de verre qui bloque beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'infopreneurs, qui ne se soucient à aucun moment de ça et que lorsqu'ils arrivent à ce niveau de plafond de verre qui est un niveau très important, se disent ouais ça va, j'ai pas besoin de me faire coacher, je sais tout, je suis un grand entrepreneur, je suis millionnaire internet, et qui reste en fait dans une certaine forme de misérabilisme, qui reste dans une certaine forme de prostitution. J'aime bien parler de Jocelyne du Bois de Boulogne, et qui vont tapiner
qui vont tapiner jusqu'à leurs 50 ans à vendre des produits, à faire de tout ça parce qu'ils n'auront pas mis leurs outils ensemble. Si toi tu veux le faire éclater, ce plafond de verre, tu as besoin d'avoir cette compétence. Et toutes les personnes qui acquièrent cette compétence vont faire des choses mais miraculeuses. Et je peux te le dire, pour la première édition du Mastermind, j'avais un employé qui était, je ne me souviens pas de son salaire, donc c'était entre 3 et 4 000 euros de salaire. Et j'avais quelqu'un qui faisait plusieurs millions de bénéfices par an. Ils ont tous eu de la valeur. Pourquoi ? Parce que c'était concentré sur les banques et sur comment utiliser les mécanismes de levier, comment utiliser les mécanismes bancaires. Tu sais où t'inscrire. De toute façon, je veux pas de gens qui ont moins de 80 de QI et qui pensent à la recette miraculeuse, et ça sert à rien. Si tu es au RSA, je vais pas te leverager ton RSA, parce que même si on fait 9 fois ton RSA, ça fait que 4 500 euros. Bonne journée, prends bien soin de toi, et n'oublie pas, ne néglige jamais ta relation. Contrôle de vitesse s'il faut. Ne néglige jamais ta relation bancaire. Ah oui, on a le coucher de soleil, je ne sais pas si on va le voir. On a le coucher de soleil sur la... On a la mer là, le long de ça, et coucher de soleil sur la mer Baltique, on rentre d'Estonie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Pense à mettre des likes, c'est combien ? 90, c'est bon. Et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.